Bonjour, ici Teddy Milama, je suis en compagnie de Steve Pajot. On va vous parler du Beatmaker Fest. Bonjour Steve, je suis enchanté de t'avoir aujourd'hui. Bonjour Teddy, c'est moi qui te remercie. Oui, aujourd'hui c'est important de t'avoir pour la simple et bonne raison, c'est que tu es le porte-parole du Beatmaker Fest en est à sa première édition et qui se déroulera le 4 septembre prochain à la Vitrola. Et là, je voulais présenter au public qui est Steve Pajot et puis savoir pourquoi tu as décidé de le faire. J'ai décidé de le faire parce que Dominique Blais, il m'a appelé et il m'a dit Steve, est-ce que tu serais intéressé de devenir le porte-parole pour le Beatmakers Fest? J'ai même pas réfléchi, j'ai dit bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'a dit de particulier pour que tu acceptes tout de suite quel argument il avait qui t'a poussé justement à accepter? Il n'y avait pas d'argument, c'est juste que Dominique, toutes ses idées sont bonnes. Tu t'associes avec un homme comme lui, tu peux pas perdre, tu comprends? Donc, lorsqu'il m'a appelé, puis j'ai lu son courriel, et puis j'ai dit, waouh, ça c'est une très belle occasion. Ah ben, ça va faire plaisir aux jeunes, aux beatmakers de Montréal, parce que t'avoir toi comme porte-parole, c'est quand même un gage de, qu'on va dire, un gage de crédibilité, parce que ton parcours est quand même assez exceptionnel. Montréalais, t'as passé une majeure partie de ta vie aux États-Unis. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre, c'est quoi ton parcours? Comment t'as fait pour percer et devenir le Steve Pajot qu'on connaît aujourd'hui? Je viens d'une famille de musiciens. Quand j'étais petit, mon père, je prenais des leçons de guitare avec mon père. Lorsque ma mère allait travailler, il me donnait des cours de guitare à tous les jours. Donc, c'est comme ça a tout commencé. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à jouer de la flûte. Je suis allé à l'école Pierre Laporte. Donc, j'ai une formation en musique classique. À l'âge de 17 ans, j'ai gagné le concours de musique du Canada en flûte traversière. Et puis, je prenais aussi des cours de piano avec mon frère, Ricky, qui est le claviériste de Madonna. Ça fait 10 ans qu'il est en tournée avec elle. Il est présentement à New York en train de pratiquer pour la nouvelle tournée. Et puis, on allait à Westmount. Chaque vendredi, j'allais à Westmount avec mon frère. Et puis, avant de commencer nos cours de piano, Justin Trudeau, lui, sortait de son cours de piano. Sœur Marguerite Bourgeois, c'était notre professeur de piano à la congrégation Notre-Dame à Westmount. Donc, on parlait pendant 15 minutes. Et puis, les fins de semaine, on s'appelait. Lui parlait de ses rêves de devenir un politicien. Moi, je parlais de mes rêves de devenir un producteur. À chaque fin de semaine, on se parle au téléphone. Donc, donc, donc on avait une base de piano. Moi, le fait que je jouais déjà de la flûte, j'ai pas vraiment pris mon piano au sérieux comme mon frère Ricky l'a pris. Mais j'ai toujours ma base de piano. Je joue. Mais mon instrument principal, c'est la flûte. Mais justement, désolé de t'interrompre, mais Ça va. pourquoi la flûte? Je jouais de la flûte à bec avant. Et puis, lorsque je suis allé faire l'audition à Pierre Laporte, ils ont dit qu'ils n'enseignent pas la flûte à bec. Et puis, j'avais une liste d'instruments. Il y avait le piano, la guitare, le violon, et puis il y avait la flûte traversière. J'ai dit, waouh, la flûte traversière. J'ai toujours été intrigué par la flûte traversière parce que je ne pouvais pas comprendre comment les flûtistes jouaient avec un instrument sur le côté et puis jouaient et puis lisaient. Comment ils faisaient pour savoir où se trouvaient les notes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la flûte traversière. Et puis, je suis tombé en amour avec la flûte traversière. Jusqu'à présent, à tous les jours, je pratique. Ça fait au moins, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Ça fait longtemps que je joue. Jusqu'à présent, je joue. Ok. Sur mes productions, je joue de la flûte traversière aussi. Sur toutes mes productions. Ah, donc c'est une signature. Une signature. Ah, ok. Et comment justement cette signature t'a aidé parce que j'ai vu dans ton profil que tu as travaillé avec Snoop Dogg, avec l'équipe de Crazy Bone, Bone Thugs and Harmony. Oui. Comment tu as utilisé la flûte traversière dans cette chanson? Ça, c'est une très bonne question. Donc, j'avais un meeting avec Crazy Bone à New York, au Hit Factory. Donc, je suis allé au Hit Factory, puis j'ai joué trois beats. Mais c'était des beats simples. C'était juste des maquettes. Mais il n'arrêtait pas de retourner, de rejouer le premier beat. Et puis, après la troisième fois, il a dit, OK, son manager, Steve Aubert,
il m'a dit qu'il va nous appeler. Et puis, 3 jours après, le manager nous appelle. Et puis, je dis nous parce que c'était mon ami qui travaille pour Relativity. C'est lui qui m'a aidé à trouver le contact. Donc Steve Lobel a appelé mon ami. Et puis Steve Lobel lui a dit qu'il faut qu'on soit à Los Angeles demain. Ça, c'était le 9 janvier. Donc tu devais partir à Los Angeles le lendemain. C'est qui payait le billet d'avion? Eux autres. Ah, ok. Mais tout ça, moi, je pensais que c'était une blague. C'était trop beau pour être vrai. C'est ça qui est bon dans la musique, dans l'industrie de la musique. Tout est payé. Lorsque tu es bon, quand tu fais bien ton travail, les budgets s'ouvrent. Les compagnies de disques ouvrent les budgets. Tu es traité comme un roi. Les hôtels, la nourriture, comme tout est payé. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler fort si on veut atteindre un certain niveau pour avoir le respect. Donc, le lendemain, je suis allé à Los Angeles. Dès qu'on a atterri, on est allé directement au studio, à Santa Monica, studio 56. Et puis, je me suis installé. Et puis, dans le temps, c'était le tape en reel-to-reel. Il n'y avait pas de Pro Tools. Donc, j'avais mon MPC 2000, mon JV 1080 de Roland. Et puis, c'est juste ça que j'avais. Et puis, on a tracké la chanson, le beat. Et puis, Crazy Bone est venu le lendemain. Le lendemain, il a écouté le beat et puis ça jouait. Il a écouté. Après ça, il est parti. Lorsqu'il est parti, j'avais une idée de flûte. J'avais ma flûte. Partout où je vais, j'ai toujours ma flûte avec moi. Je me promène toujours avec ma flûte. Donc, j'avais une idée de mélodie, de flûte. Et puis, j'ai dit à tout le monde de danser dans le studio pendant que j'enregistrais la partie de flûte pour me donner le bounce. Et puis, lorsque Crazy Bone est revenu au studio, il a entendu la chanson, il a entendu la partie de flûte et puis il a fait son hook à partir de la mélodie que j'avais enregistrée. Lorsqu'il a fini d'enregistrer son hook, il a fait le premier verse. Avant qu'il commence le premier verse, j'avais structuré la chanson. Les 4 premières mesures, c'était pour l'introduction. Les 8 autres mesures, c'était pour le hook. Les 16 autres mesures, c'était pour le verse. Structure de rap. Mais Crazy Bone a commencé à la 3e mesure. Lorsqu'il a commencé, j'ai dit à mon partenaire, j'ai dit, oh my God, Crazy Bone a commencé à la 3e mesure. Il a dit, mais dis-lui. J'ai dit, non, c'est Crazy Bone, t'es fou. J'avais peur. C'était ma première fois que je travaille avec un artiste de tel statut. Après ça, il m'a dit, il faut que tu lui dises. J'ai dit, OK. J'ai pesé le bouton de la console. J'ai dit, Crazy Bone, can you please start on the 5th bar? J'avais tellement peur. Il a dit, all right, no problem. Et puis... Mais c'est très intéressant parce que c'est à peu près la même histoire qu'a raconté dans un autre cas Teddy Riley avec Michael Jackson quand ils étaient en studio. Il ne savait pas comment dire à Michael Jackson qui chante. Oui. Et Michael Jackson lui a dit, mais... C'est toi qui me produis. Ouais. Exactement. Et puis on a l'impression que c'est à peu près ce qui t'est arrivé dans... Oui, la même chose. Donc Crazy Bone a commencé à la 5e mesure. Lorsqu'il a fini de faire sa partie, j'ai entendu que je suis en train de marcher dans le couloir et puis j'ai entendu que Snoop était en ville. Je me dis, waouh, ça serait super si Snoop pouvait monter sur ma track. Et puis j'ai commencé à demander à tout le monde s'ils savaient où est-ce que Snoop était. Et puis le lendemain, quand je suis revenu au studio, le manager Steve Lobel, il m'a dit, I got Snoop. J'ai l'adresse du studio là où Snoop est en train de travailler parce qu'il était en train d'enregistrer avec Mariah Carey. Donc, on est allé au studio. Et puis, lorsque nous sommes arrivés, Snoop était par terre en train de jouer au Nintendo. Je me suis dit, waouh, voici Snoop. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il disait sur les enregistrements de Death Row. But hold, tu comprends dire? Biatch! Tout ça. Et puis, je le regardais, je dis, waouh, Snoop est en train de jouer au Nintendo. J'ai attendu pendant 15 minutes. Lorsqu'il a fini de jouer, il est venu auprès de nous, il est venu nous parler, puis il a dit « What's up ?»
J'étais tellement starstruck, je ne pouvais même pas parler. J'ai laissé Steve Aubert en train de parler, puis Steve lui a dit que we got a song, on a une chanson, on aimerait ça que tu fasses un featuring. Le lendemain, Snoop est venu. On a enregistré la chanson. Ensuite, Corrupt, Lazy Bone. On fait leur verse aussi. L'album est sorti en avril 1999. C'est pour ça que l'album s'appelle Thug Mentality 1999. 2 mois après, a vendu 1 million d'albums. Et puis, je suis devenu Platinum Producer. 6 mois après, j'ai reçu ma plaque chez moi. Je l'ai regardé pendant 8 heures de temps. Est-ce que tu as pleuré? Non, j'ai pas pleuré, mais je pouvais juste pas croire que j'avais une plaque sous mon mur, sous mon wall à New York. Et puis ensuite, pour Noël, je suis rentré à Montréal avec une plaque pour mes parents. Et puis c'est là qu'ils ont qu'ils ont compris ce que j'étais en train de faire. Donc lorsqu'on a un rêve, là, quand tu as un rêve, c'est seulement toi qui vas comprendre où est-ce que tu veux aller. Donc, c'est à toi de faire toutes les choses que tu as à faire pour réaliser ton rêve. Parce que personne ne va te croire. Les gens vont penser que tu es fou. Ils vont se demander, ils vont te dire, pourquoi tu ne fais pas la même chose que les autres personnes font dans leur vie? Travailler de 9 à 5. Il n'y a rien de mal de travailler de 9 à 5. Mais si tu as des aspirations, si tu as des rêves, pourquoi pas tenter ta chance? C'est sûr, ça va être dur au début. Comme pour moi, c'était très dur. Si je te disais que c'est très facile, je serais le plus grand menteur. J'ai souffert. C'était pas facile. Je suis né à New York, mais c'était pas ma ville. Comme si tout ça était à Montréal, ça aurait été très facile pour moi. C'est ma base. Ça aurait été ma base. Mais tu vas à New York, tu dois te prouver. Et puis, de convaincre les autres personnes. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que je suis devenu Platinum Producer. Mais ça faisait partie de ton rêve de devenir Platinum ou c'était un truc plus grand et puis bon, tu te disais si ça arrive, pourquoi pas? Non, ça faisait partie de mon rêve. Je voulais avoir des plaques. Dès que tu vois des plaques, quand tu regardes les plaques dans les studios des autres personnes, tu dis waouh, j'aimerais ça avoir quelque chose de même. Okay. Et puis je l'ai eu. Et justement, une fois que tu l'as eu, quel était ton deuxième rêve? Une fois qu'on est Platinum, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ensuite? C'est juste continuer à travailler. Il ne faut jamais rester. Faut jamais dire qu'on a réussi. On a fini de travailler. Le truc, c'est de toujours rester. Il faut être un étudiant. Parce que depuis que tu penses que tu as réussi, c'est là que c'est la fin pour toi. Comme il faut toujours être prêt pour apprendre, à évoluer. Donc moi, je suis toujours en train de lire, toujours en train de m'apprivoiser. Comme pour lire, même si c'est un paragraphe, peut-être je vais apprendre quelque chose. Ou bien si quelqu'un est en train de m'expliquer quelque chose, je vais l'écouter. Peut-être sa façon de m'expliquer va m'aider à mieux accomplir ce que je suis en train de faire. Il ne faut jamais dire « oui, je sais ». Ma mère m'a toujours dit, les gens qui disent toujours « oui, oui, oui », ils savent, ce sont eux qui ne savent rien. Ouais, c'est pas faux en plus. Oh non? C'est pas faux en plus. Ouais. Mais une fois que tu as réussi à devenir Platinum, parce que j'ai vu aussi dans ta bio que tu étais, là on touche au plus haut, que tu été aussi t'es récipiendaire d'un lauréat d'un Grammy. Oui, c'est ça. C'est une des plus grandes distinctions qu'on peut aller chercher dans la musique. Oui. Et que tu l'as pas eu pour n'importe quel projet, tu l'as eu avec la grande défunte Aretha Franklin. Aretha Franklin. Mais avant de passer à Aretha Franklin, j'ai aussi travaillé avec Nick Cannon sur l'album sur la trame sonore de Drumline. Donc, si tu googles Drumline, Steve Pajot, tu ne vas jamais le trouver parce qu'ils ont mal éplé mon nom. Lorsque j'ai acheté l'album, lorsque je l'ai ouvert, et puis j'ai vu qu'ils ont mal écrit mon nom, je voulais acheter tous les CD pour corriger la faute. Parce qu'ils ont écrit Steve Paget, P-A-G-E-T, au lieu de Steve Pajot. Donc c'est pour ça que j'en parle jamais. Mais si tu écris Steve Paget, tu vas voir que j'ai eu le crédit comme ingénieur. Nick Cannon était venu au studio, et puis on a travaillé ensemble, et puis c'est comme ça que j'ai eu
j'ai eu ce crédit-là. Ah, ok. Donc, tu as différents crédits. Ça peut être des fois en tant que producer, en tant qu'ingénieur. Ingénieur ou Ok. bien musicien aussi. Oh. Ah ben, donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée dans ta carrière. C'est parce que tu es quand même multifacette. Est-ce que c'est quelque chose que les beatmakers, par exemple aujourd'hui, doivent développer pour être certains de peut-être augmenter leurs chances de réussite? Oui, oui, oui. Mais autrefois, là, le truc, là, pour réussir, lorsqu'on travaille avec un producteur qui était déjà établi, c'est de pouvoir faire le travail comme ingénieur. Comme moi, j'étais signé avec Ron Lawrence. Lui m'a signé comme producteur. Mais pour qu'il m'utilise vraiment, je faisais des affaires que lui ne pouvait pas faire, comme mixer, comme enregistrer. Ok. Donc, le côté ingénieur m'a vraiment aidé avec lui. Parce que le fait que j'étais capable de ça, lui ne sentait pas que j'étais une compétition pour lui. Malgré que ces gens-là te signent, mais tu es toujours une compétition. Parce qu'ils vont t'utiliser pour faire qu'est-ce que les autres ils veulent faire. Mais c'est pas comme si ils sont là pour t'aider avec ta carrière. Ils te donnent une porte, mais c'est à toi de te développer, de faire ton chemin. Tu peux pas attendre après ces gens-là pour tenir ta main, pour t'aider avec ta carrière. Mais comment tu as compris ça? Parce que tu étais à Montréal, tu es reparti aux États-Unis. Comment tu as réussi à comprendre ces codes et puis te dire, bah, OK, je vais faire ce qu'ils ne veulent pas faire pour pouvoir avancer plus tard? Parce que quand on est jeune, et puis quand on veut montrer qu'on sait faire, on a tendance à vouloir montrer tout ce qu'on peut faire. Um, c'est juste mon instinct. Comme avant d'aller à New York, j'ai demandé au bon Dieu pour me diriger dans la bonne route, de me présenter à tous les gens qui vont m'aider à réussir. Et puis j'ai tout de suite appris que les gens de New York n'aiment pas quand tu leur poses trop de questions. Donc, donc quand j'ai su ça, je me suis dit, il va falloir que je devienne la personne que je veux devenir en regardant. Parce que tu peux apprendre en regardant quelqu'un. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que j'ai appris en travaillant avec Ron. Ron, c'est lui qui était signé avec Puff Daddy. C'est lui qui a produit Been Around the World, Hypnotize, tous les grands hits de Bad Boy dans les années 90, en 1997, 98, Hypnotize, c'est lui qui a produit ça. Donc, pour revenir avec Aretha Franklin, à tous les jours, Ron avait des paroliers ou bien des artistes qui venaient chez lui. Il avait une grande maison, donc il avait plusieurs salles là où les gens écrivaient. Donc, moi, je travaille avec tous les artistes, et puis c'est moi qui étais l'ingénieur, et puis qui produisait les démos. Pendant lui, il était en haut avec sa famille. Comme lui, il me faisait très confiance. Il me faisait confiance. Il savait que n'importe quoi que j'allais faire dans son studio, ça allait être fait à un niveau très professionnel. Donc, c'est pour ça, lui, il était très, très cool avec moi. Donc, lorsque je finissais d'enregistrer une chanson, les autres qui travaillaient, qui écrivaient une chanson, eux autres, ils descendaient. C'était comme un factory. Donc, une de ces chansons-là, on l'a enregistrée avec une chanteuse qui était signée avec Columbia Records. Elle a pris trop de temps pour nous dire qu'est-ce qu'elle voulait faire avec la chanson. Cette même chanson-là, on l'a donnée à Ellie Reed, qui était le président d'Arista dans le temps, en 2003. Ellie Reed a entendu la chanson. En passant, Ellie Reed, c'était le producteur qui travaille avec Babyface, de La Face, la compagnie La Face, qui était basée à Atlanta. Mais lui, lorsqu'il était le président d'Arista, il était à New York. Donc, il a entendu la chanson, il a donné à Aretha Franklin. Aretha l'a entendu, elle a aimé, puis elle l'a enregistré. L'album est sorti. L'album So Damn Happy est sorti en 2003, septembre 2003. 2 mois après, le mois suivant, on a appris que la chanson sur laquelle que j'avais travaillé, Wonderful, était nominée pour un Grammy. Donc là, je disais à tout le monde que j'étais Grammy nominated. Partout là où j'allais à New York, Grammy nominated. Toutes les femmes que je rencontrais, Grammy nominated. Et ça fonctionnait. Oh, ça fonctionnait. Donc, j'ai envoyé une lettre à Yamaha pour leur dire que je suis Grammy nominated. J'aimerais ça être endorsé par Yamaha. Ils m'ont envoyé une lettre de refus pour dire on va garder ta lettre dans nos dossiers. Donc, on va rester en contact. J'ai dit OK, pas de problème. 3 mois après, le jour du Grammys,
j'étais en train de regarder les Grammys à la télévision. C'était la section pour le tapis rouge. Puis au bas de l'écran, c'était écrit Previously won, Aretha Franklin for the song Wonderful. Il dit, oh my God, I'm a Grammy Award winner. Dans ce temps-là, j'avais une blonde à New York. Et puis, elle me demandait toujours, quand est-ce qu'on va se marier? Je lui disais toujours, quand je gagne mon Grammy, on va se marier. Mais moi, je savais j'avais au moins 20 ans. J'avais un délai de 20 ans, tu comprends ce que je veux dire? Et puis après ça, lorsque j'ai gagné le Grammy, je lui ai dit, oh, j'ai gagné un Grammy. Elle a dit, oh, on va se marier. Je dis, oh, come on. Donc, moi, je ne savais pas après 6 mois que j'allais gagner un Grammy. Tu comprends ce que je veux dire? Mais donc, tu n'avais pas suffisamment rêvé. Je pense que non. Parce que la bague tu devais déjà l'avoir cachée quelque part. Non, mais j'avais même pas l'argent pour la bague. Donc, c'est pour ça que je savais que j'avais au moins 20 ans pour économiser de l'argent. Ben, une fois justement que tu as reçu cette, c'est pas la nomination parce que tu l'as gagnée en fait, quel rêve est arrivé juste après? Parce que tu as un grand rêve et puis là-dessus, tu as des petits pas. Donc, quand par exemple gagner le million, ensuite tu gagnes ton Grammy, pour toi, quelle était la prochaine étape qui devait intervenir? À ce moment-là, j'étais troublé. Parce que le Grammy, c'est la plus grosse. C'est le plus grand rêve qu'un musicien puisse recevoir. Tu comprends? Mm-hmm. Donc j'étais comme, wow, c'est quoi le next? Comment le next? C'est quoi? Qu'est-ce qui va venir après? Et puis, j'ai réfléchi, puis j'ai réalisé qu'il y avait d'autres choses que je pouvais réaliser. Les endorsements. Parce que avant de rentrer dans l'industrie de la musique, je regardais Teddy Riley, Babyface, Jimmy Jam, tous les autres grands producteurs. Je les regardais toujours dans les revues en train de commanditer. Ils étaient commanditaires pour des amplificateurs ou bien des keyboards. Je regardais ces gens-là et puis je disais, waouh, j'aimerais ça faire ces affaires-là. Donc, la même lettre que Yamaha m'avait envoyée comme lettre de refus, j'ai renvoyé la même lettre, mais cette fois-ci, à l'entête, j'ai écrit I am now Grammy Award winner for Aretha Franklin for the song Wonderful. Une semaine après, j'ai reçu la lettre, puis ils ont dit Welcome to the family. Donc, c'était mon premier endorsement. Et puis ensuite, toutes les autres compagnies ont commencé à m'endorser. J'ai au moins comme 23 endorsements. Okay. Je suis même commandité par AKG, Lexicon, Harman. Toutes les compagnies en dessous de Harman, je suis endorsé par ces compagnies-là. OK. Juste avec le label? Oui, à cause du Grammy. Wow. Le Grammy, c'est un passe-partout. Oui. Donc, ça ouvre toutes les portes. Donc, c'est quelque chose que tu recommanderais... Quand on résume, pour arriver là, tu as quand même pas mal travaillé, parce que tu as bossé fort, mais en même temps, de ne pas avoir l'impression que tu n'as pas bossé aussi fort que ça, puisque en 4-5 ans, tu as réussi à avoir tout ça, même si tu as été à l'école et puis il y a tes parents qui t'ont aidé. Est-ce qu'on peut prendre ton blueprint? Est-ce qu'un beatmaker peut utiliser ton blueprint? Qu'est-ce qu'il peut utiliser là-dedans pour pouvoir aussi arriver peut-être à ce que tu as fait? Oui, mon blueprint, c'est je n'ai jamais lâché. Malgré que le parcours était dur. Comme tu peux utiliser mon blueprint comme base, mais ça ne veut pas dire si tu me suis, si tu fais les mêmes choses que moi j'ai faites, ça ne veut pas dire que ça va arriver pour toi aussi. Mais il faut juste avoir ça comme base, comme pour savoir que moi, j'ai jamais lâché. Donc, si moi j'ai pu réussir, ça veut dire n'importe qui peut réussir. Puis je viens de Montréal aussi. Donc, il ne faut pas utiliser Montréal comme oh, je viens de Montréal, il n'y a personne qui va me connaître. Les gens ne vont pas penser que je suis aussi bon que les gens de New York. Moi, là, avant de partir à New York, j'ai vraiment travaillé. Comme j'ai tout appris, j'ai lu des livres qui avaient rapport avec l'industrie de la musique. C'est comme si tu veux devenir docteur ou bien médecin ou bien avocat, il faut t'étudier. Faut t'apprendre la matière en droit. Tu comprends le dire? Ouais. Donc, c'est la même chose avec la musique. Tu ne peux pas aller dans l'industrie de la musique et puis sans connaître le côté business. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commettent le suicide
parce qu'ils vendent 1 million ou bien 2 millions et puis ils reçoivent seulement $200 parce qu'ils n'ont pas lu le contrat. Et puis même lorsque les avocats lisent les contrats pour toi, tu dois pouvoir lire les mêmes contrats. Parce que la plupart du temps, ces avocats-là, eux autres, ils sont amis avec les compagnies de disques. Donc, eux autres, ils ne vont pas gâcher leur relation avec la compagnie de disques. Tu comprends? Ouais. Donc, tu dois pouvoir lire tes propres contrats. Donc, moi, j'étais déjà prêt. J'avais lu le livre All You Need to Know About the Music Business au moins 5 fois avant de rentrer dans l'industrie. Donc, moi, j'étais prêt. Ok, c'est comme si tu avais suivi un entraînement de boxeur et puis tu arrives, tu étais déjà, en tout cas, tu étais très mature pour l'industrie de la musique, chose que les jeunes ou bon, des moins jeunes des fois n'ont peut-être pas préparé suffisamment et puis après, à un moment donné, ils vont déprimer ou ils vont rentrer. Oui, oui, oui. N'importe quoi tu veux faire de la vie, c'est la préparation. Pour lorsque le moment arrive, tu es déjà préparé. C'est pas lorsque le moment arrive que c'est là que tu vas te préparer. Tu comprends? Ouais. Donc là, je me prépare pour devenir le prochain Quincy Jones. Tout ce que j'ai accompli, c'est la préparation. Lorsqu'on me donne l'opportunité pour faire quelque chose de grandiose, pour que je sois prêt. Ben, tu vois, ça c'est intéressant parce que lors du Beatmakers Fest, on aura une conférence. Ce sera super de pouvoir l'expliquer, l'exprimer justement aux jeunes parce que ta manière de présenter les choses est quand même assez rare parce que tu as un vrai plan. Tu avais un vrai plan. Parce que d'habitude, il y a des gens qui réussissent et puis bon, ça leur tombe dessus et puis après, ils dealent au fur et à mesure que la vie avance. Mais c'est comme si pour tout ce que tu as fait, tu parles de préparation, tu as vraiment été, tu t'es accompagné mentalement tout au long du processus. Oui, oui. Et cette expérience-là pourrait être vraiment valorisante pour les producers qu'on rencontrera le 4 septembre prochain à la Vitrola. Oui, oui, merci. Oui. Mais je te remercie vraiment pour ce petit moment que tu nous as donné, surtout parce que tu es porte-parole et que ton parcours riche va pouvoir aider les jeunes, les compositeurs, les beatmakers à Montréal qui n'ont peut-être jamais eu un tel événement dans la ville, Oui, merci. à pouvoir t'entendre et t'écouter et peut-être aussi juger des compositions de ces Oui, oui, oui. beatmakers. Et puis, j'aimerais remercier Dominique Cocor, Dominique Blais, parce que c'est son idée. Et puis, Montréal a besoin de quelque chose comme ça. Tu comprends? Comme si Montréal avait plus de Dominique, on serait comme New York. Waouh, c'est un super compliment, ça. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est un homme qui a des idées comme... Je l'entends parler lorsqu'on se parle, je me dis, waouh, est-ce qu'il a grandi à New York aussi? Parce que la façon qu'il voit les choses, c'est différent. Ouais. Quand tu vas à New York, les gens pensent comme lui. Mais quand tu viens ici puis tu vois quelqu'un penser de même, tu te dis, waouh, comme ça, je ne t'avais pas rencontré avant d'aller à New York. La vie aurait été plus facile pour moi arriver là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Un grand merci à Dominique. Ah oui, un grand merci. Pour l'opportunité. Et puis, grâce à Dominique, maintenant, tu es porte-parole de cet événement-là. Et Oui, puis, oui. on a hâte de te voir, de présenter la conférence. Et puis, potentiellement, de nous faire écouter tes derniers projets. Oui, si on oui, peut, oui, oui, oui. Puis, j'aimerais remercier Trébas aussi. C'est comme ma nouvelle famille. J'ai fait une conférence ici au mois de décembre. Et puis, j'ai bien été accueilli. Mais moi, je te remercie d'avoir été parmi nous pour cette émission-là et puis surtout te remercier de partager, de redonner à la communauté. Merci beaucoup.